Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début des années 90, avec l'ouverture démocratique, un certain nombre de médias dits internationaux se sont installés sur la bande FM des capitales africaines, notamment francophones. Et bien avant, on pouvait écouter ces radios à ondes courtes. C'est le cas de BBC, d'Africa, numéro 1, RFI, naturellement. Ce sont ce que l'on appelle des médias de souveraineté, c'est-à-dire financés par des gouvernements. Alors, Radio France Internationale, pour parler de celle-là, est une radio très puissante et très importante, au même titre que TV5. Toutes ces radios, il y a encore une douzaine d'années, appartenaient à une société appelée la Sofiral, Société financière de radiodiffusion, qui était une société d'État, donc appartenant à l'État français et dépendant du ministère des Affaires étrangères. Tout cela a été rebaptisé aujourd'hui sous le label de audiovisuel français, extérieur français, enfin quelque chose comme ça. J'en parle parce qu'en 92, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la politique audiovisuelle extérieure de la France, et à l'époque, j'avais déjà mis en exergue le poids de la France au niveau donc de l'audiovisuel. Donc Radio France Internationale, TV5, France 24 sont financés par le ministère des Affaires étrangères. Et je dirais même que leur ligne éditoriale, n'en déplaise à un de mes amis qui est directeur de l'information là-bas, vient directement du Quai d'Orsay. Voilà. Au contraire de la BBC, radio anglo-saxonne, qui est plus indépendante, mais je crois que c'est un peu culturel. Radio France Internationale, TV5 et France 24, je leur ai déjà dit, agit selon la volonté du Quai d'Orsay. Alors, si la politique de la France, quand je dis politique étrangère du gouvernement français, est de dire que Gbagbo n'est pas l'homme qu'il faut pour servir les intérêts de la France, les médias français, audiovisuels, donc radio et télévision, et même la presse écrite, relaient dans l'opinion ce message-là. Et même la proclamation des résultats a été mise en musique de telle sorte que les médias nationaux ivoiriens, notamment la RTI, soient constitués et que ces résultats soient annoncés depuis l'hôtel du Golfe par France 24, dont l'envoyé spécial au Golfe s'était même exclamé à l'antenne en disant nous assistons à quelque chose de surréaliste. Comment peut-on proclamer les résultats d'une élection au QG de campagne d'un des candidats? Bon, ce fait extraordinaire n'a pas été relevé par la plupart des médias français. Cette fille qui a parlé en direct a été écartée de l'antenne quelques jours après, Tatiana Mousseau, que je connais. Voilà, donc c'est pour servir les intérêts. Enfin, la cause, c'est la ligne, c'est le Quai d'Orsay. Et nous savons aussi qu'il y a un super rédacteur en chef en France qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui fait le tour des rédactions, impose les titres, les unes, les sujets de reportage, etc. Et généralement, tout ce qui est annoncé ou dit sur France 24 n'est jamais innocent. Ce n'est pas de la paranoïa que nous faisons, et pour pratiquer les médias et bien les connaître et connaître leur fonctionnement. Je sais par exemple qu'il y a quelques années, je travaillais pour un média anglais, celui-là, et j'étais allé en reportage au Congo, Kinshasa, et la première visite, quand on sort de l'avion, c'est d'aller chez l'ambassadeur. Voilà, qui vous donne la grille de lecture. Bon, libre aux journalistes d'avaler tout ce que lui dira l'ambassadeur, mais je sais que les journalistes français fonctionnent de la sorte. Ils sont plus souvent dans les VLB de la Nicole que dans les QG des candidats ou même chez l'habitant pour savoir quelle est vraiment la réalité politique. Donc, c'est un journalisme conditionné, sous surveillance, parce qu'il faut servir les intérêts. Et tout à l'heure, nos amis parleront sans doute des enjeux économiques et financiers de la crise ivoirienne, mais la crise ivoirienne est une crise particulière et la France s'y est fortement impliquée, d'abord sur le plan politique, puisqu'on a eu l'Assemblée nationale ici en France qui ne sert quasiment plus à rien. Elle n'a pas été à l'initiative d'un projet ou même d'une commission d'enquête sur la crise ivoirienne depuis 2002. On n'a pas vu les partis politiques se saisir de la question. Sur le plan diplomatique, c'est la France, quand j'ai dit la France, excusez-moi, je veux parler du gouvernement français, c'est pour
faire court, c'est le gouvernement français qui agit pour le compte de la rébellion, et puis elle s'implique financièrement, parce qu'elle a financé la rébellion. Et enfin, sur le plan donc de la promotion, sur le plan médiatique, ce sont les médias français qui amplifient et relaient à souhait les messages de la rébellion et de M. Ouattara. Juste un exemple, parce qu'on a l'impression que nous racontons souvent des choses qui ne sont pas justes, mais lorsque M. Alassane Ouattara a fait sa prestation de serment par écrit, quelque chose, c'est nouveau, ça vient de sortir, avant même que ce soit rendu public, la lettre de M. Ouattara a été envoyée depuis la représentation de la France à l'ONU, à New York. C'est-à-dire que c'est le porte-parole de la représentation française à l'ONU qui, depuis son ordinateur, envoie le message de M. Ouattara aux agences de presse. Et j'ai vu le document, puisqu'un de mes amis qui est rédacteur en chef dans une grande agence de presse à Paris me l'a envoyé. Voilà. Et quand on trace le mail, il arrive du bureau de ce représentant, enfin de ce porte-parole, de ce diplomate français à l'ONU. C'est quand même vous dire que le niveau d'implication du gouvernement français dans la conspiration contre le président Gbagbo, et c'était l'homme à abattre. Ils ont mis tous les moyens. Aujourd'hui, même les terminologies qui sont utilisées, dictateur, et même patriote. Quand vous lisez le mot patriote dans les journaux, c'est mis entre guillemets. Et quand on parle maintenant de résistants, le terme est mis entre guillemets. Alors qu'en France, s'il vous plaît, alors qu'en France, en 39-45, pendant la guerre, on parlait de résistants. Voilà, parce que face à une agression extérieure ou intérieure, il y a des groupes de personnes qui se dressent contre l'agression et qui résistent. Voilà, donc des termes comme ça, même nationalisme, comme si c'était un défaut d'aimer son pays. Donc il y a des éléments de langage qui ont été choisis à dessein pour diaboliser Gbagbo et préparer l'opinion à ce que nous avons vu il y a quelques jours, enfin une semaine maintenant, en plus. Voilà, donc on prépare l'opinion, on prépare le terrain, l'opinion peut accepter tout ce qui peut être fait, parce que c'est un dictateur un peu à la Ceausescu, il est là, et son mari, même l'histoire des armes lourdes, les 7 femmes d'Abobo, très peu de personnes ici savent qu'en réalité il s'agissait d'une mise en scène, et que les images avaient été prises ici et là, faire un reportage. J'ai demandé il y a maintenant un mois et demi au directeur de Afrique de l'AFP, qui m'a envoyé un message d'ailleurs aujourd'hui, qui souhaitait me rencontrer. Je lui ai demandé, mais dites-moi, monsieur le directeur, est-ce que vos journalistes qui parlent dans leur dépêche de cette marche d'Abobo étaient sur le terrain? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez connaissance d'un rapport d'un médecin ou même d'un ambulancier ayant transporté les corps de cette femme? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez des photographies en dehors de cette vidéo qui attestent de ces faits? Il m'a dit non. Vous voyez, c'est quand même extrêmement grave, parce que la résolution 1975 dont j'ai copie ici a été prise après cet événement-là. C'est ça, la R 1975. C'est sur la base de ces événements totalement montés, totalement bidons, que l'ONU, saisie par la France, décide de mener une opération militaire en Côte d'Ivoire. Et dans la vidéo qui circule, je ne sais plus à combien de minutes du document, le caméraman dit à l'une des supposées victimes qui voulait se relever, il lui dit non, recouche-toi, ce n'est pas fini. Vous voyez, donc à quel point l'opinion a été manipulée. Mais en face, il y a la faiblesse de l'État de Côte d'Ivoire, qui est quand même épuisé par 8 années de conflit. Notre télévision nationale, la première chose que fait l'armée française le 11, enfin même pas le 11 avril, mais le 5 avril, c'est d'aller détruire la télévision publique. Vous voyez, c'est quand même un acte très grave.
Mais Madame Alliot-Marie, pardon, avait prévenu déjà au mois de janvier ou février, elle était devant la commission des affaires étrangères du Sénat ou de l'Assemblée, je ne sais plus, elle disait « Notre objectif est de détruire les installations de la télévision publique ». Mes chers amis, ça s'appelle du terrorisme d'État. Voilà, ça s'appelle du terrorisme d'État, tout comme il y a le mensonge d'État. Ce n'est pas normal que le bien public des Ivoiriens, parce qu'on est contre Babo, soit détruit et qu'aucune voix ne se lève dans le monde pour dénoncer cela. Je n'ai même pas vu un communiqué de Reporters sans frontières qui est si prompt à raconter sa vie. Voilà une organisation que nous avons aidée pendant longtemps lorsqu'elle a été montée par M. Robert Ménard, mais qui s'est aujourd'hui totalement discréditée. Vous voyez, cette guerre ivoirienne était une guerre de la communication. C'était de la propagande. Les journalistes ont renoncé à faire le métier comme il doit être fait. Ils se sont mis au service de la diplomatie, de la politique française. Pour servir quoi? Des rebelles. Mais attendez, vous pensez que demain, excusez-moi, Ben Laden, s'il revient à New York, on va le porter à la mairie de New York parce qu'il a tué des milliers de personnes? Mais Alassane Ouattara, c'est pareil. On ne peut pas, enfin, excusez-moi, mais quand même, deux conceptions, enfin, des conceptions à double vitesse. On dit on combat des terroristes en Afghanistan, et je ne sais où, ACMI et autres en Afrique. Et puis, chez nous, les Ouattara, on lui déroule le tapis rouge. Mais c'est rouge sang. Quand on parle de la résolution 1975, ne pourrait-on pas parler de la feuille de route de M. Sarkozy, puisque c'est lui-même qui l'a déposée avec M. Boudbock? Oui, comme les autres résolutions. La France a toujours été à l'initiative de toutes les résolutions dans le cadre de la crise ivoirienne. C'était une affaire personnelle. M. Sarkozy en a fait son affaire personnelle. Il fallait renverser le président Gbagbo et il a mis tous les moyens. Il lui avait même donné 48 heures. Bon, il a eu quoi, 4 mois et demi. Bon, mais attendez. Il n'y a aucun journal, alors même qu'il y a quelques décennies, des médias courageux à l'époque dénonçaient la guerre du Vietnam, dénonçaient même le début du conflit en Afghanistan avec l'engagement soviétique et autres. Mais où sont-ils passés, ces bien-pensants? C'est quand même très grave. Et moi, je parlais, maître, vous êtes là, mais lorsque les actions seront engagées parce qu'elles sont en cours, nous allons poursuivre des médias français. TF1 qui nous a montré un mort-vivant dans son journal des 20 heures. Il est passé dans le journal et il y a la même scène qui circule sur l'Internet où ce mort-là, entre guillemets, est en réalité un vivant. Mais pour les besoins de la cause, il était étalé devant le siège de l'ONUCI à Abidjan. Et une fois le journaliste de TF1, enfin une fois la scène tournée, le mort s'est levé. Vous voyez? Pour dire que Gbagbo tue. Mais c'est totalement scandaleux. Donc, maître, nous allons inclure cela dans les actions qui seront menées. Parce qu'on ne peut pas laisser ces bandits-là, ces voyous, désinformer à souhait l'opinion.